Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un drame aujourd'hui, le chômage en Côte d'Ivoire. Aucune couche sociale n'est épargnée. L'ensemble du territoire national est touché par le fléau et c'est plus dramatique pour les jeunes. Ils sont sans expérience, sans emploi, ils s'acheminent vers la retraite sans avoir jamais travaillé quelquefois. En plus de cela, on a des entreprises qui ne produisent plus ou qui, du moins, ont du mal à le faire. Il y a juste à côté de cela un système de formation qui montre ses limites. Conséquence, 50% d'Ivoiriens sont pauvres aujourd'hui. Face à cela, on s'interroge. La hausse du chômage est-elle liée au déficit de formation? C'est la question essentielle que nous nous sommes posée. Nous avons appelé pour répondre à cette question-là Monsieur Danho Pierre-Ange Désiré, il est le directeur général de la formation, de l'emploi. Juste à côté de lui, il y a M. Maninga Bato, directeur général de la formation professionnelle. Ensuite, M. Philippe Kwakoundri, qui est le DG de l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. À côté, Maître Ouega Théodore, vous êtes président de la commission sociale, formation et emploi de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Exact. Bonsoir, messieurs. C'est avec vous que nous chercherons à comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la formation. Mais je voudrais vous le dire tout de suite avant les questions, qu'en 2011, la population active en Côte d'Ivoire était estimée à environ 13 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population ivoirienne. Là où il y a problème, c'est que la grande majorité de ces travailleurs est du secteur informel, donc du marché secondaire où les emplois sont précaires, non garantis et mal payés. Ce qui fait dire que le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire se pose et en termes de qualité et en termes de quantité. Voici, pour mieux comprendre la situation, le commentaire de Victorine Yaouyeboui. Alors, je le disais tout à l'heure, en 2011, la population active en Côte d'Ivoire était estimée à environ 13 millions de personnes. C'est un peu plus de la moitié de la population ivoirienne. Et là où il y a le problème, c'est que la grande majorité de ces travailleurs est du secteur informel où les emplois sont précaires, non garantis et mal payés. Et ce qui nous fait dire que le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire se pose en deux termes. Il s'agit de qualité et il s'agit aussi de quantité. Voici une idée de l'état des lieux avec Victorine Yaouyeboui pour mieux comprendre la situation. Technique pour commencer, mais nous allons tout de suite commencer avec vous, Monsieur Danho Pierre, vous qui êtes directeur général de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une crise de l'emploi? Merci Fofana. Vous l'avez indiqué dans le décor que vous avez présenté. Je pense que c'est quand même un décor à actualiser parce que depuis la sortie de crise, il y a pas mal au niveau du dynamisme économique, il y a pas mal de choses qui ont été entreprises et progressivement une situation qui se régule en ce qui concerne le chômage. Vous l'indiquez, il y a une crise de l'emploi. Je pense que tous les Ivoiriens le savent et la communauté internationale également le sait. L'emploi est une problématique qui est partagée par tous les pays du monde, quel que soit le niveau de développement. Et en ce qui concerne nos pays qui sortent de crise, il est évident que cette situation-là constitue une priorité donc, au niveau de l'action gouvernementale. Nous aurons l'occasion de revenir sur les actions. Aujourd'hui, lorsqu'on dit une crise de l'emploi en Côte d'Ivoire, est-ce que le mot est juste? C'est vraiment une crise ou bien c'est plus que cela ou bien c'est moins que cela? La terminologie crise, je pense qu'on ne pourrait pas la définir comme ça. Il y a un problème de chômage. Il y a un problème de chômage qui est dû au fait que nous avons hérité d'une situation où nous avions d'abord un certain nombre de difficultés en ce qui concerne l'adéquation entre l'emploi et la formation, de sorte que le système économique ne pouvait pas absorber la totalité de ceux qui sortaient des systèmes de formation. Donc, il y a eu également la crise sociopolitique qui n'a pas permis au secteur privé de pouvoir
progresser dans un cadre assez harmonieux, de sorte qu'on a eu cette accumulation en termes de stock. Et donc, maintenant que nous sommes dans une nouvelle dynamique, il s'agit non seulement d'être capable de pouvoir absorber ce qui sort de nos systèmes d'information, également de pouvoir agir de manière assez importante sur le stock de chômeurs qui est relativement important. Lorsque vous parlez de nouvelle dynamique, quel est l'esprit de cette nouvelle dynamique-là? L'esprit de cette nouvelle dynamique depuis le 2011, vous le constatez, ce sont les investissements, ce sont toutes ces inaugurations que vous voyez d'infrastructures, c'est le lancement de chantiers que vous voyez qui sont une source de création d'emplois. C'est également les programmes qui sont mis en œuvre sur lesquels on aura à revenir au niveau donc, national pour donc accompagner la dynamique de création d'emplois qui est déjà donc, en cours au niveau du secteur privé. C'est l'ensemble des mesures qui sont prises au niveau de l'environnement des affaires, de sorte que le secteur privé, les entreprises puissent donc exercer dans les meilleures conditions et donc accroître les richesses qui vont donc demander une main-d'œuvre de plus en plus importante. Vous parlez des décisions qui ont été prises afin d'aller vers l'emploi. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas encore commencé à toucher aux emplois, à fournir des emplois aux Ivoiriens? Ce que je veux vous dire, c'est que la création d'emplois, c'est une dynamique normale de l'économie. Oui, cela je l'ai compris parfaitement. Okay. Hein, mais et donc, oui, les premières décisions qui sont prises ne sont pas celles qui donnent tout de suite des emplois? Je peux vous dire que toute décision a un impact. Ça peut être des décisions en termes de réforme qui ont peut-être des impacts indirects, mais il s'agit de réformes durables qui permettent donc de pouvoir donc graisser la machine pour que l'économie soit capable de créer de manière durable donc de l'emploi. Et vous me permettez, je pense qu'on peut déjà rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne donc l'emploi. Je pense qu'à ce niveau, l'objectif est très clair. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a indiqué. L'objectif est quantitatif et il est vraiment bien fixé. 1 million d'emplois d'ici 2015, c'est-à-dire 200 000 emplois au moins par an. Et donc, la traduction de ces objectifs-là, c'est fait d'abord par une politique qui s'appelle la politique nationale de l'emploi qui a été adoptée par le gouvernement en juin 2012. Et donc, depuis cette année 2013, nous sommes au stade de l'opérationnalisation de cette politique et parallèlement à cette politique qui permet de mettre en cohérence un certain nombre d'actions par rapport à tout ce qui est fait sur le terrain, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été initiées au niveau du gouvernement. Il y a eu la réforme de l'enseignement technique qui est en cours et qui va donc atteindre sa vitesse de croisière dans les prochaines semaines. Le DG de la formation professionnelle pourra vous en dire plus, je pense, dans la troisième partie de l'émission. Il y a eu également la réforme de l'enseignement supérieur, le système LMD et la réhabilitation de toutes les infrastructures que nous avons constatées de manière assez heureuse afin que les étudiants puissent disposer d'un cadre leur permettant donc de progresser dans un cadre assez harmonieux. Il y a également la réforme au niveau du Code du travail qui est en cours et qui initie pas mal d'innovations qui permettent donc d'offrir aux jeunes une première expérience de travail à partir donc de contrats innovants qui sont prévus donc en termes de nouvelles dispositions inclus dans le nouveau Code du travail. Il y a également la réforme de la microfinance qui s'est finalisée cette année par l'adoption d'un plan d'action stratégique en 2013, permettant donc à ce secteur-là de pouvoir jouer son rôle d'accompagnement des jeunes du secteur informel en termes de financement de toutes les initiatives privées. Je pourrais également partir directement sur les actions. C'est tout un programme, c'est tout un plan. Donc, vous voyez, il y a d'abord une politique, il y a des réformes, il y a également des actions qui sont présentement en cours et il y a des actions qui sont prévues pour les prochains mois. Et tout à l'heure, nous allons revenir sur ces points dans le détail. Monsieur Bateau, lorsque vous avez écouté tout à l'heure Monsieur Danho, est-ce que, moi ma conviction n'est pas faite totalement, des décisions ont été prises, il y a eu des annonces, mais est-ce que vous pensez véritablement que nous sommes aujourd'hui en train d'offrir des emplois aux Ivoiriens, de façon concrète? Être en train d'offrir des emplois aux Ivoiriens, je ne... Ben, le DG de l'emploi est bien placé pour le dire. Oui, il a dit, mais votre avis sur la chose, c'est quoi? Aujourd'hui, s'il y avait 10 chômeurs, est-ce que vous pensez qu'on en a peut-être 5 maintenant ou bien 2? Est-ce qu'on avance véritablement dans ce sens-là? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, en l'absence de statistiques, je ne peux pas le dire comme ça. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas donner que des impressions. Pas donner que des impressions. Je pourrais plutôt parler de ce que nous, à la formation professionnelle, nous faisons
Bien sûr, nous allons parler de la formation, mais j'avais quand même envie de savoir, tout le monde est concerné, et ceux qui forment, et ceux qui donnent des emplois. Monsieur le directeur général de l'AGEP, votre avis sur la question, c'est quoi? On offre des emplois? Vous êtes intermédiaire aujourd'hui entre la formation et en même temps les entreprises. Vous avez le temps de voir des deux côtés. Est-ce que vous constatez que des deux côtés du rideau, on offre des emplois? Bien, alors, merci beaucoup. Moi, dans ma position, je ne peux pas vous dire comme cela que soit on offre ou on n'offre pas d'emploi. Parce que l'une de mes missions, c'est justement d'indiquer clairement quels sont les emplois qui ont été offerts. Parce que l'une de mes missions, c'est de donner un éclairage sur le marché de l'emploi, c'est de donner des informations précises sur le marché de l'emploi. Or, en l'état actuel des choses, il y a du travail qui a été engagé, qui n'a pas encore totalement abouti et qui ne permet pas de dire clairement. Mais en tout état de cause, le DG de l'emploi l'a indiqué tout à l'heure, il y a des faits manifestes, il y a une volonté qui est engagée, il y a un engagement précis au plus haut de l'État. Le chef de l'État a pris des engagements précis et qui s'est traduit à travers un certain nombre d'actions, à travers un certain nombre de réformes que nous voyons. Je crois que là-dessus, il y a du travail qui est fait. Les entreprises sont plus porteuses aujourd'hui à recevoir de l'expérience que j'ai, à recevoir les jeunes à travers des stages, à travers des différents dispositifs pour construire leur parcours professionnel. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire qu'il y a des développements qui sont en cours, il y a des actions qui sont en cours, il y a des résultats intéressants qui sont observables. Maître Ouega, vous avez constaté ces résultats-là sur le terrain? Nous, on est désireux d'offrir des emplois. Au-delà des désirs? On est désireux parce que lorsque la population est active et au travail, c'est un bon indicateur pour les entreprises dans la mesure où nous sommes amenés à produire davantage. Et si nous sommes amenés à produire davantage, il faudrait qu'il y ait des consommateurs. Donc si tout le monde est au travail, effectivement, c'est une excellente nouvelle pour nous. Nous observons qu'il y a, disons, un frémissement au niveau de la création des emplois. Un frémissement, mais comme on l'a indiqué tout à l'heure, on a quand même une population de jeunes en difficulté avec l'emploi, une population qui est relativement importante et qui représente au moins le tiers de la population active, à peu près de 14 millions. On est à plus de 4 millions et quelques de chômeurs. Les conditions sont en train d'être mises en place par les pouvoirs publics, c'est tant mieux, pour que les entreprises puissent être en mesure de bénéficier, puissent être en mesure donc d'offrir des emplois à la population. Des conditions sont en train d'être réunies. Mais aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on reviendra là-dessus, toutes les conditions ne le sont pas encore. Il faudrait qu'il y ait pour les entreprises beaucoup d'activités. L'activité, c'est quoi? C'est lorsque le carnet de commande est plein. Si le carnet de commande est plein, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment, on va produire. Si on produit, on va recruter. Si on va, comment dirais-je, investir. On verra aussi que il y a, je parlais de frémissement, il y a quelques frémissements au niveau de la création des entreprises. Sans création d'entreprise, il ne peut pas y avoir création d'emplois. Nous verrons, et c'est ça le rôle des pouvoirs publics. Oui, Maître Ouega, vous avez dit frémissement. Oui. Vraiment, je voudrais qu'on soit très concret. Donc, frémissement, si on doit définir, qu'est-ce qu'on doit y mettre sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a plus d'entreprises que par le passé, ou bien il y en a moins? Il y a un peu plus d'entreprises que par le passé. Il y a un peu plus d'entreprises que par le passé, et on annonce, disons, la création de nouvelles entreprises. Il y a des missions commerciales étrangères, françaises, américaines, même russes et autres, qui prospectent et qui ont envie d'investir.
et qui sont prêts à investir. Et on espère que dans le courant de l'année, on annonce même qu'il y aurait à peu près un peu plus de 300, 380 entreprises françaises donc, qui vont s'implanter. Et c'est bien pour notre économie et c'est bien pour la création d'emplois. J'ai envie de dire, nous allons attendre que ces entreprises s'implantent pour en parler. Mais pour l'heure, est-ce que sur place, vous avez offert beaucoup plus d'emplois? Cela peut tourner autour de combien? Parce que vous êtes la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Oui. Je voudrais avoir des chiffres avec vous, si possible. Non, on n'a pas de statistiques précises en la matière. Comme tout le monde le sait, c'est à partir de 2012 et depuis le début de l'année 2013 qu'on observe effectivement ce que j'ai appelé un frémissement, c'est-à-dire des entreprises qui se créent, qui créent un certain nombre d'emplois. Voyez-vous, vous parliez de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. On pourrait avoir des statistiques, mais on va les collecter sur une certaine période. Notamment, il faut attendre l'année 2000. Bon, l'année 2012 est achevée, mais l'année 2013. Mais on observe qu'au niveau des grandes entreprises, et on reviendra là-dessus, certaines manquent cruellement ou ont des difficultés de recruter des jeunes, certaines. En revanche, dans d'autres secteurs d'activité, on constate qu'il y a un trop-plein. Mais si vous observez bien à Abidjan en ce moment, ou même à l'intérieur du pays, on a un certain nombre d'emplois qui sont créés dans des quartiers, disons des quartiers neufs qui existent et qui se développent. Vous avez à chaque fois qu'un quartier se crée, il y aura des pressings qui se créent, il y a des librairies qui se créent, il y a des banques, il y a donc un certain nombre de services de proximité, des banques, des assurances, des restaurants, des maquis, etc. Mis bout à bout, ça fait un certain nombre d'entreprises qui se créent et ça fait un certain nombre de jeunes qu'on met au travail. On discutera tout à l'heure sur la qualité de l'emploi créé à ce niveau. Mais là, est-ce que ce sont ces emplois que l'on recherche aujourd'hui? Ce sont des emplois effectivement sous-qualifiés. Oui, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. Il y a certains emplois qu'on ne recherche pas véritablement. Non, ce n'est pas qu'on ne les recherche pas. Mais oui, c'est vrai qu'on ne les recherche pas, effectivement. On ne les recherche pas lorsqu'on a un certain niveau universitaire. Mais le chômage n'est pas l'affaire seulement que des universitaires. Et là, je suis totalement d'accord avec vous. Le chômage, c'est l'affaire de toute la population. Alors, un jeune qui trouve un poste dans une librairie ou dans un pressing, c'est déjà le recul du chômage. Absolument. Ou même dans l'agriculture. Alors, cette question de chiffres, pour mieux comprendre, aujourd'hui, quel est le taux de chômage? Est-ce qu'on peut le dire en Côte d'Ivoire, le taux de chômage? La question concerne tout le monde. Est-ce qu'il y a un chiffre aujourd'hui qu'on peut nous donner? Bon, alors, j'ai envie de dire d'ici 2 ans. Voilà. Alors, je disais d'entrée que normalement, ma mission, c'est justement de donner ce taux. C'est de donner les informations sur le marché du travail. Oui. Puisque moi, je dispose au sein de l'AGEP un observatoire qualifié d'observatoire de l'emploi, des métiers et de la formation, dont la mission est de produire et de diffuser des informations sur le marché du travail. Alors, par rapport à cela, il ne faut pas oublier qu'on traîne quand même un long fardeau de situation de crise, une longue période de crise, et qui n'a pas permis justement de fournir ces informations statistiques. Mais je peux vous assurer que l'année 2012, nous avons réalisé une enquête emploi. Une enquête emploi d'envergure nationale, la première du genre. D'abord, dont le principe avait été adopté par le gouvernement, et cette enquête emploi, selon ce qui a été adopté par le gouvernement, doit être répétée au moins chaque année jusqu'en 2015 pour pouvoir avoir une véritable série et donner des informations actualisées sur le marché du travail. Ceci dit, une première enquête a été réalisée. Elle a été finalisée. Elle a été réalisée ensemble avec des partenaires locaux, notamment l'INCA et l'INS, et puis à l'international avec le BIT et Afristat, qui est l'Observatoire africain de la statistique. Alors cette enquête est aujourd'hui à un stade où les résultats sont en analyse. Les différentes statistiques sont en analyse. Il y a des étapes.
parce que c'est un travail scientifique. Il y a des étapes de validation et on peut vous garantir que dans très peu de temps, le gouvernement fera une... vous êtes en train de nous dire que nous n'aurons pas ce taux-là aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas en capacité de vous le dire aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un travail scientifique qui doit suivre quand même un certain nombre de stades de validation, parce que les chiffres doivent être fiables, doivent être de qualité et de manière à produire une information vraie sur le marché du travail. Donc, à ce stade-ci, il est prématuré pour moi de vous dire. Mais ce que je peux vous assurer, si vous vous rappelez ce que le président a indiqué lors de son message à la nation à la fin de l'année 2012, il a indiqué clairement qu'il y a une baisse, en tout cas tendancielle, du taux de chômage, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural. Oui, le président l'a dit, c'est dans l'absolu, mais j'ai voulu plutôt avoir les chiffres avec vous. Alors, je vais m'adresser à M. Maninga Agbato. Lorsque vous avez écouté les autres, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, comme moi, qu'on est juste en train de reconstruire des emplois qui ont été détruits, pas plus? Juste ce qui a été détruit comme emploi est en train d'être reconstruit, mais pas d'emploi qui soit créé nouvellement. Bon, en fait, il est évident que la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée a laissé des traces. C'est évident. Est-ce la raison qui fait qu'on ne peut pas donner des chiffres véritablement? Non. Non, moi je suis chargé de la formation professionnelle. Oui, mais bien entendu... je ne peux pas donner un chiffre sur le chômage, sur l'emploi. Oui, mais je pense que quand vous formez aussi, ça vous met à la disposition des entreprises. Oui. Donc, vous ne pouvez pas être indifférent à cela. On va y revenir. D'accord. En parlant de la formation professionnelle... Monsieur le directeur général de l'emploi, je comprends que vous n'allez pas me donner des chiffres non plus. Je peux vous donner des tendances. Oui, les tendances. Qu'est-ce que les grandes tendances disent aujourd'hui? Je vois que ça attire votre curiosité. Absolument, tout le monde a envie de savoir. Donc, le DG, là, j'ai indiqué les informations sur le marché du travail qui seront bientôt disponibles et feront l'objet d'une communication officielle du gouvernement. Mais je pense que, comme le représentant de la SOGECI l'a indiqué, il y a des frémissements qui sont assez perspectives. Parce que vous voyez, lorsque le gouvernement ouvre des chantiers, lorsque le gouvernement inaugure des infrastructures, ce sont des hommes qui y ont travaillé. Vous voyez, lorsqu'on a lorsqu'on a un taux de croissance aujourd'hui, en 2012, de 9,8, lorsqu'on sait qu'on était d'abord un taux négatif en 2011, c'est bien entendu dynamique économique. Et cette création de richesse, c'est bien entendu la main-d'œuvre qui a été nécessaire donc, pour pouvoir donc atteindre ces performances. Et je pense que le taux d'investissement au niveau de notre pays s'est accru de manière importante. Et donc, tous ces éléments-là sont évidemment sous création d'emplois. Les tendances sont bonnes et je pense que la communication officielle sur les chiffres d'emploi permettront donc à tous les Ivoiriens d'être situés sur l'impact de l'action gouvernementale depuis 2011. Avant de continuer avec vous, nous allons écouter Victorine Yaouyeboy qui nous fait l'état des lieux et nous allons discuter ces chiffres tout à l'heure. Selon l'agence d'études de promotion de l'emploi AGEP, un Ivoirien sur 3 est employé en dessous de sa qualification. C'est le cas des jeunes diplômés des universités et grandes écoles, obligés de se contenter d'une cabine téléphonique, quand d'autres se reconvertissent en chauffeurs de Woro-Woro. S'ils appliquent ce plan D, qui est la débrouillardise, c'est pour obtenir la somme nécessaire pour passer un concours de la fonction publique, gage d'un avenir meilleur. Mais le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n'est pas passé par 4 chemins pour mettre fin à cet espoir. Pour Niamey Konan, même si on doublait le nombre de fonctionnaires qui est actuellement de 156 249, cela ne résoudrait pas le problème du sous-emploi en Côte d'Ivoire. La porte du secteur public fermée, il ne reste que le secteur privé. Mais c'est connu. Afin d'éviter d'embaucher de jeunes diplômés, les entreprises privées ont souvent brandi leur manque d'expérience. Pour parer à cette lacune, 2 structures de l'État ont reçu pour mission de former la population active.
Ainsi, entre 2002 et 2006, le Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP, ainsi que l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, ont formé près de 28 000 personnes prêtes à l'emploi. Combien sur ces 28 000 formés ont pu être absorbés par les entreprises? Sur la question, l'AGEP promet dans les prochains jours des chiffres qui reflètent l'état actuel de l'emploi en Côte d'Ivoire. Mais en attendant ces chiffres, on pourrait quand même se demander que représente la force d'absorption des entreprises privées face au flux croissant des demandeurs d'emploi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des jeunes diplômés, il y a aussi les chômeurs de longue durée, sans oublier ceux qui ont perdu leur emploi à la faveur de la crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la pleine mesure de la situation. C'est pourquoi il a promis 200 000 emplois par an. Emplois qui seraient générés par la croissance économique. En 2012, la Côte d'Ivoire a affiché 8,6% de croissance. Qu'en est-il de l'emploi, qui, selon le plan national de développement 2012-2015, constitue l'une des priorités du gouvernement? Une chose est sûre, seul l'accès à un emploi décent pourrait permettre aux populations d'apprécier la santé économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Boato, je voudrais m'adresser à vous tout de suite. Forme-t-on pour donner des emplois? Vous qui êtes les formateurs, est-ce que vous formez pour donner des emplois? Si oui, pourquoi forme-t-on des bac plus 4 pour juste les retrouver derrière des cabines de téléphone? Non, je crois que vous avez votre question. Oui, j'ai deux préoccupations à la fois. Deux préoccupations. Oui. Il est évident que la formation ne crée pas d'emplois. Ce sont les entreprises qui créent des emplois et la formation professionnelle essaie de les accompagner pour avoir les compétences dont elles ont besoin. C'est une idée qui est souvent répandue, très répandue. On va les former pour qu'ils créent des emplois. Ne créent pas d'emplois qui le veulent. C'est bien les entreprises qui créent les emplois. Et nous les accompagnons par la formation professionnelle. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de dire que vous formez avant de chercher à savoir s'ils vont travailler? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que j'ai compris. Non, non. Si c'est comme ça que vous l'avez compris, c'est que je me suis peut-être mal exprimé. Expliquez s'il vous plaît. J'ai dit, vous avez demandé si on forme pour donner des emplois. Je ne sais pas, c'est peut-être ce que vous avez demandé. C'est cela la question. Voilà. Ce que nous faisons, c'est que l'emploi, lorsqu'il existe, il nécessite des compétences. Ces compétences-là, nous les formons pour remettre les jeunes en situation de travail. Ça veut dire quoi? Que nous devons connaître l'emploi. Nous devons connaître les conditions d'exercice des emplois. C'est parce que nous connaissons cela que nous allons faire des formations qui soient adaptées. Vous avez parlé de sous-emploi, par exemple des diplômés. Évidemment, si on a formé pour former et qu'on ne s'est pas préoccupé de l'emploi existant ou l'emploi potentiel, si on ne s'est pas préoccupé de tout cela pour former, il est évident qu'on les forme, puis ils ne sont pas adaptés au marché du travail. Et la réforme que le ministre d'État Dosso Moussa a entreprise vise à faire en sorte que nous connaissions les besoins des emplois, les besoins des entreprises. Et qu'à partir de ce besoin que nous connaissons, nous proposions des réponses en termes de formation. Monsieur Bato, excusez-moi, lorsque vous dites que vous connaissez les besoins des entreprises, moi je suis quelque peu surpris, parce que si vous connaissez les besoins des entreprises, ça veut dire que vous avez formé selon ces besoins-là. Donc ceux qui ont été formés devaient être casés tout de suite et ne devaient plus être au chômage. Est-ce que lorsque vous formez, vous demandez aux entreprises, vous avez besoin d'un ingénieur en aéronautique, donc nous on en forme, ou bien vous formez un ingénieur en aéronautique et il n'a pas d'emploi?
Vraiment, là est la question de façon plus concrète. Non. Le diagnostic montre que depuis un certain temps, le système, le dispositif de formation professionnelle et technique est désorganisé. Il est désuet en maint endroit. Le diagnostic montre aussi qu'il ne s'est pas toujours préoccupé de ce que les entreprises demandent. La preuve, beaucoup de diplômés sont au chômage pendant que l'entreprise cherche justement désespérément des compétences employées. Alors, qu'est-ce que, face à cela, une réforme est indispensable. Le diagnostic a montré ce que vous dites. Qu'est-ce que nous faisons avec le secteur privé? Qu'est-ce que vous faites? Et Maître Wega, je le prends à témoin. Nous faisons en sorte que nous abordions les problèmes, les besoins en qualification des entreprises secteur par secteur. C'est ce qu'on a appelé structuration des branches professionnelles. Ça veut dire que l'économie qui va être organisée par branche professionnelle, secteur professionnel par secteur professionnel, va nous permettre de faire le répertoire de tous les métiers dans ces secteurs. À partir de ces connaissances-là, on est en mesure de proposer des réponses en termes de formation. Et tout cela n'est pas encore fait? C'est ce qui est en cours. En cours? C'est ce qui est en cours. Et pour prendre fin à peu près quand? Non, nous avons fait un plan d'action à moyen terme de 2012 à 2015. Et pour l'instant, nous sommes en train de faire une expérience pilote qui va être financée par la coopération française, l'AFD, au travers du CDD, le contrat de désendettement développement. Il s'agira, oui, dans ce cadre-là, il s'agira d'expérimenter ce que nous sommes de dire. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé donc au secteur privé de dire dans quel domaine se trouvait leur priorité aujourd'hui. Et le secteur privé a dit, oui, a désigné 3 secteurs. Les bâtiments, les travaux publics, l'agroalimentaire, mine et énergie. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de mettre des formations en œuvre dans ce secteur-là, y compris la maintenance industrielle. Ben, on a plus besoin donc de concertation que de réforme, c'est cela? Ah non, mais la réforme, c'est peut-être ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu ce genre de concertation que vous voyez des jeunes gens qui sont formés et qui ne sont pas adaptés aux emplois. C'est parce que la concertation a manqué. La réforme s'appuie essentiellement sur le fait que dorénavant, nous sommes en partenariat avec le secteur privé et que nous devons travailler ensemble à la définition des objectifs d'abord, des finalités de formation. Et toute formation qui va être mise en place à l'issue de ces concertations-là, alors ne peut que répondre aux besoins des entreprises et par conséquent favoriser l'emploi des jeunes. D'accord. On a longuement parlé d'une autre politique nationale de l'emploi que tout le monde attend. Je voudrais maintenant que nous nous intéressons à ces entreprises qui ne produisent plus, entre guillemets. Maître Wega, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises produisent véritablement jusqu'à offrir des emplois? Ce n'est pas le constat que nous faisons véritablement sur le terrain. Non, je suis surpris un peu de votre remarque. Les entreprises produisent. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne produit pas court à la ruine. Donc, elle n'a pas de raison d'exister. Elle est soit en sommeil... Comment est-ce que vous faites pour ne pas pouvoir offrir les emplois? C'est véritablement ça le fond de ma pensée. Si vous produisez tant, si ça marche tant, on aurait pu embaucher davantage. Les entreprises peut-être produisent, mais je comprends ce que vous voulez dire. Les entreprises peuvent être en sous-capacité de production. Et ça, c'est autre chose. Si on est en sous-capacité de production... D'embauche, oui. Donc, ça entraîne une sous-capacité d'embauche, fatalement. Mais non, véritablement, les entreprises, je l'ai indiqué, sont désireuses d'employer des jeunes, sont désireuses de créer des emplois. Alors, comment y arriver? Et M. Bateau l'a indiqué tout à l'heure. Nous avons, il y a peut-être une période avant 2007 ou 2006 et une période après 2007. Avant 2007, la conception générale, peut-être pas dans la formation professionnelle, mais au niveau des universités, c'est que
l'université forme au savoir et à l'esprit critique et que l'université ne formait pas à l'emploi. Bon, je crois que l'université a fait sa mue depuis et a compris qu'il faudrait, dans les systèmes qui marchent, c'est lorsqu'il y a un lien entre la formation et l'emploi. Donc, entre la formation et les relations avec le secteur privé. Nous avons conclu un certain nombre de conventions, de contrats de partenariat avec le ministère d'État, le ministère de la formation professionnelle et avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes allés jusqu'à mettre en place des comités paritaires. Je préside d'ailleurs un comité paritaire secteur privé, enseignement supérieur et recherche scientifique pour arriver à ce que nous appelons la professionnalisation des universités. De manière à ce que on est parti du constat que nous, entreprises, nous sommes les utilisateurs finaux des produits des universités et des grandes écoles. Donc, nous avons notre mot à dire et il a utilisé un terme qui est juste, c'est qu'il faudrait désormais former des jeunes en fonction des besoins des entreprises. Nous ne sommes pas hostiles à ce que... Et jusqu'à présent, ce n'était pas fait ainsi. C'est pourquoi je dis il y a un avant 2007 et un après 2007. Donc après 2007... Et maintenant, vous, entreprise, qu'est-ce que vous faites? Parce que tout le monde l'entend partout. Hein, quand un jeune diplômé sort, vous dites qu'il n'a pas d'expérience, il n'a jamais travaillé nulle part, il n'est pas embauché, on est obligé de le ramener ailleurs. On ne travaille pas, on n'a pas d'expérience. Ça répond à la préoccupation exprimée tout à l'heure. Ça veut dire que la formation qui est donnée dans les écoles et dans les universités ne correspond pas aux besoins des entreprises. Là, on ne parle pas de la même chose. Même quand cela correspond aux besoins des entreprises, vous ne permettez même pas des stages tout simplement. C'est pas exact. C'est pas exact. C'est pas exact. C'est pas totalement exact. C'est-à-dire qu'en fait, il faut observer. Vous voulez tout de suite des diplômés expérimentés? C'est la tendance aujourd'hui. C'est-à-dire que même aujourd'hui, vous le savez, vous connaissez notre système d'enseignement, notamment à tous les niveaux, au demeurant. On passe parfois une année à apprendre aux jeunes à rédiger correctement en français, avant de leur apprendre le métier. C'est-à-dire que la tendance même de par le monde a évolué. On forme de plus en plus en fonction des besoins des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains systèmes, vous avez des systèmes de formation par alternance. Le jeune, il vient, il travaille le matin en entreprise et l'après-midi, il va à l'école. Et là, vous ne parlez plus de la Côte d'Ivoire? Restons dans le cas concret de la Côte d'Ivoire où des Ivoiriens ont besoin de travailler. On reste dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ce que nous souhaitons mettre en place. On a longuement discuté avec le ministère de la... Et ça, c'est une pierre dans le jardin de M. Bateau. Mais vous, entreprise, oui. Quand on vous écoute, Maître Ouga, je suis obligé de le dire, on a l'impression que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de responsabilité sociale vis-à-vis des Ivoiriens. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Les entreprises, je l'ai indiqué d'entrée de propos, que nous sommes désireux de recruter des jeunes. Parce que lorsque les jeunes travaillent, ce sont des consommateurs. Et s'ils sont des consommateurs, nous, on est heureux parce qu'on produit pour qu'ils consomment. Donc, on ne serait même pas en sous-capacité de production. C'est-à-dire que notre souhait ardent, véritablement, c'est, si possible, mais ça n'existe pas, d'arriver au plein emploi, ce qui n'est pas encore le cas. Mais nous sommes, si les conditions... Alors, quelles sont les conditions? Je l'ai indiqué, mais enfin, vous reviendrez là-dessus. Si les conditions sont réunies, les entreprises sont des créateurs de richesse et d'emplois. Si on est en mesure de créer de la richesse et de créer suffisamment de la richesse, on est les premiers à vouloir recruter. Monsieur le directeur général de l'emploi, ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai qu'on interpelle les entreprises, mais à titre principal, c'est du ressort de l'État de Côte d'Ivoire de trouver des emplois, je me trompe? Oui, ce que vous dites, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments à apporter donc, pour éclairer donc, la lanterne des Ivoiriens. En ce qui concerne donc, le secteur privé, est-ce que le secteur privé crée effectivement des emplois? Je peux vous dire oui. Avant de venir à ce débat, j'ai consulté les données de la CNPS sur les travailleurs déclarés au titre des dernières années. Tenez-vous bien.
en 2012, en 2011 du moins, alors que nous étions à un flux de personnes déclarées de 29 000, nous sommes passés en 2012 à 66 000. Vous voyez déjà le gap, on a une éducation déjà de plus de 2 points. Donc, pour vous dire qu'il y a déjà une dynamique au niveau de ce secteur privé-là. Et comme la société l'indiquait, il faut d'abord création de richesses. Et vous voyez, dans des pays comme la Tunisie, les pays comme l'Égypte, où il y a eu le printemps arabe, il y avait quand même un certain niveau de formation, une certaine employabilité, mais ça n'a pas suffi parce que l'économie ne permettait pas, n'était pas en croissance assez forte pour pouvoir donc absorber donc, ces jeunes diplômés. Donc, il y a d'abord un problème de croissance économique et c'est sûr que pour pouvoir donc atteindre ces performances économiques, il nous faut des personnes bien formées. C'est pourquoi dans une optique de proactivité, la réforme est engagée, est initiée comme le DG de la formation professionnelle l'a indiqué, de sorte que l'objectif d'émergence qui a été donc fixé au gouvernement pour 2020, on puisse déjà dans une dynamique de proactivité, déjà anticiper sur les besoins de formation pour ne pas qu'on recommence encore les mêmes erreurs du passé. Voilà. Monsieur le directeur général de l'AGEP, vous vous situez vraiment entre les deux entités. Vous avez constaté que vous-même aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous n'arrivez pas à placer véritablement, même les entreprises de placement, les privés le font mieux que vous et plus que vous. Bon, le font mieux que nous, plus que nous, oui, c'est une chose. Là aussi, il y a, on peut en discuter, on peut en débattre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis la libéralisation du marché du travail, naturellement, depuis donc les programmes d'ajustement structurel, la mission du service public d'emploi n'a plus cette position monopolistique en termes de gestion du marché du travail, donc en termes d'interface, d'intermédiation avec les entreprises. Donc il va de soi que le secteur privé, donc les entreprises, les services privés d'emploi gagnent en dynamisme en termes de mise à disposition de ressources humaines auprès des entreprises. Mais l'idée, c'est que vous avez soulevé une question, est-ce que l'État doit se préoccuper de la question de l'emploi? C'est une mission de service public, c'est une mission régalienne de l'État. L'emploi, c'est un droit humain, c'est un droit important de tout le monde doit jouir de ce droit-là. Tous ceux qui sont en situation, je veux dire, en âge de travailler, doivent pouvoir le faire. Le tout, c'est de réunir les conditions, mettre en place un ensemble de dispositifs, un ensemble de politiques, qui peuvent être des politiques actives, des politiques passives, mais qui permettent justement d'aboutir à la mise en activité de tous ceux qui le désirent. L'autre chose, c'est qu'on l'a dit, pour que les personnes qui veulent travailler travaillent, il faut bien qu'elles travaillent dans des environnements bien précis, dans des entreprises où qu'elles soient en capacité de créer leur propre activité, dans des emplois indépendants. Alors, là-dessus, il y a un ensemble d'actions qui est mené pour pouvoir favoriser la croissance économique. L'emploi, c'est d'abord la résultante du dynamisme de l'économie, donc de la croissance économique. Mais l'emploi est aussi un moteur du développement économique. Donc, c'est l'un dans l'autre que toutes ces différentes thématiques doivent être suffisamment articulées pour pouvoir permettre aux jeunes Ivoiriens de gagner, d'avoir des emplois. Mais je voudrais rebondir rapidement sur les différentes réformes qui sont en cours, qui sont fondamentales, notamment au niveau du secteur privé, avec la structuration des filières économiques, la structuration des filières. Aujourd'hui, il y a un ensemble de filières qui sont stabilisées, dans lesquelles on sait exactement quels sont les métiers qui se réalisent, qui sont gérés au niveau de ces filières. Et c'est important pour que on puisse faire le feedback vers le système formatif, le système éducatif, de manière à ce que celui-ci puisse créer ou élaborer des curricula ou des modules qui permettent justement aux jeunes de développer la compétence vis-à-vis des attentes de l'entreprise. L'autre chose aussi, c'est que l'adéquation formation-emploi n'est jamais totale. Parce que de toute façon, les besoins au niveau des entreprises sont des besoins qui sont dynamiques. Parce que quand même on est arrivé à un stade où on a formé des jeunes avec des compétences précises par rapport à des besoins que nous avons identifiés à un instant T, ces besoins sont amenés à évoluer.
Et donc, il y a toute une dynamique, il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir permettre aux jeunes... Voilà, justement, c'est sur cet aspect des choses que j'ai voulu attirer votre attention pour que tout le monde puisse suivre ensemble. Les diplômés, on en compte des milliers en Côte d'Ivoire, des diplômés des universités, des grandes écoles et des centres de formation. Malheureusement, ils sont également des milliers qui se retrouvent au chômage, faute d'emploi. Nous allons suivre ce reportage de Victorine Yaouyeboué avant de continuer le débat. Il faut dire qu'aujourd'hui, le problème de l'emploi jeune est un problème vraiment crucial et véritable. C'est vraiment réel dans nos sociétés. Bon, nous, par exemple, on a fini la maîtrise et depuis quelques années, nous sommes sous la touche. Pas de stage, pas de premier emploi, pas de formation pratique sur le terrain. C'est un peu difficile pour nous. On dépose des CV un peu partout. On dépose des CV, on va souvent même à des entretiens qui ne marchent pas et tout ça. Bon. Souvent même on n'a pas des échos aussi des emplois parce qu'il y a des recrutements qui se font où nous, on n'est pas informés. Quand tu apprends, c'est à la dernière minute et quand tu vas, on te dit « Ah, c'est déjà bouclé ». On ne sait comment faire. Je suis actuellement vendeuse à la maison. Je vends les œufs et puis aussi de la cigarette. Donc c'est un peu ça. Avec une maîtrise, c'est un peu révoltant. C'est révoltant franchement. C'est révoltant, mais on ne peut rien faire. On ne sait pas à qui se vouer. Souvent quand on parle ou même quand on s'adresse à des aînés, ils nous disent non, la formation n'est pas adéquate, vous n'êtes pas bien formé, c'est rentré, c'est sorti ici. Or, en principe, quand tu sors de l'université, on doit te donner des outils d'adaptation. Les stages par exemple, ou bien un emploi même, pour se perfectionner, pour se former. On devait nous ouvrir les portes des entreprises pour nous former. On peut s'adapter. Un homme peut s'adapter à tout moment. Donc moi, c'est ce que je veux. Il faudrait qu'on nous ouvre les portes des entreprises. Il faudrait qu'on nous donne cette chance-là de faire quelque chose, de donner ce qu'on a appris. Ça fait 2 ans que j'ai eu le BTS en gestion des collectivités territoriales. J'ai fait mon stage au district d'Abidjan. On nous a dit que c'est notre domaine que de passer par là. Donc, j'ai fait presque 1 an là-bas. J'ai fait la soutenance. Quand j'ai fini d'abord, j'ai déposé dans les différents services. Quand je dépose, on ne m'appelle pas. Même à la mairie d'Abobo aussi, j'ai déposé 0. Même au district, bon, on nous a dit, d'après mes camarades, ils disent que bon, toi, tu es hébreu, on dit au district, c'est pour les hébreux, mais toi, depuis tu es là, tu ne travailles pas.